Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans votre bien branché du 22 mars 2018. Mars est le mois de la nutrition et Cosmos Matapédia nous présente les actions mises en place en ce sens dans la vallée. Après le mois de la nutrition, mai sera le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Nous rencontrons les ressources régionales pour vous en parler. Un concert réunissant 5 chorales rassemblées pour la même cause est en préparation à l'église d'Amqui. Une activité d'éveil aux arts et à la culture pour les moins de 5 ans a lieu dans les écoles primaires de la vallée. Des jeunes du primaire de l'école Caron s'initient au curling. Et on termine avec le championnat provincial de judo qui se déroulera pour la première fois dans la Matapédia. Célébrer l'agriculture matapédienne en regardant l'antigala du groupe de relève agricole de la vallée capté en février dernier. Que le spectacle commence. Dans une ambiance des années 80, les animateurs vous feront rire à coup sûr en soulignant les bons coups des agriculteurs matapédiens. À voir sur Nous TV du 23 au 27 mars prochain ou en ligne au www.tvcmatapédia.com. Vous savez sans doute que le mois de mars est le mois de la nutrition. Eh bien, on va faire un petit survol des actions et des activités qui ont été mises en place dans la Matapédia par différents acteurs en saines habitudes de vie du milieu. Le calendrier thématique de Cosmos revient. On est rendu au mois numéro 2. Dis-moi comment ça a été le premier mois, tiens, pour commencer. Oui, le mois de février, c'était le mois de la persévérance. Ça a super bien marché. Les partenaires se sont mobilisés. On fait plein d'activités sous ce thème-là. Il y avait les journées de la persévérance qui se tenaient en même temps, donc c'était facilitant. Puis, on peut voir le rayonnement sur notre page Facebook de Cosmos Matapédia. Puis là, bien, on arrive justement, le mois de mars, c'est le mois de la nutrition, de l'alimentation, et Cosmos est dans la thématique encore une fois. Oui, c'est ça. Avec notre calendrier thématique, soyez de la partie. Dans le fond, on avance dans le jeu. On est rendu en mars, l'alimentation. Donc, on a encore ce mois-ci plein d'outils pour les partenaires. Il suffit d'aller sur notre drive à partir de notre outil, disponible aussi dans le bulletin des partenaires, à partir de notre adresse courriel. Et c'est ça, ils tombent dans un site Internet où ils ont accès avec des outils, des activités, des capsules vidéo, tout ça séparé par groupe d'âge. Donc, tous les partenaires peuvent faire un pas de plus sous la thématique du mois pour la clientèle, pour renforcer aussi les compétences parentales, parce que c'est le comité compétences parentales qui chapeaute cette action-là. Et les partenaires ont reçu aussi la petite carte de jeu pour remettre à la population qui détient les mots-clés comme équilibrer, plaisir, cuisiner, prendre le temps, oser goûter, tous des petits mots-clés qui est important d'avoir auprès de la population dans cette thématique-là. Et on trouve... Oui, j'imagine que cette carte-là va se retrouver dans un peu toutes les familles, là, via les écoles, les garderies, ça. etc. C'est en plein ça. Tu as nommé notre réseau et tous les partenaires, dans le fond. Puis, on voit aussi ce qui est important pour le 0-5 ans, le secondaire, le primaire et en général. Donc, les partenaires se sont penchés pour réaliser cette petite carte-là. Puis, c'est ça, le contenu important est là-dessus. Oui, et tout ça est disponible gratuitement, même les outils en ligne. Oui. Tout est gratuit. C'est des documents qui sont approuvés par les nutritionnistes ou des sites de confiance, dans le fond. On cherche le contenu qu'on met là-dessus avec le comité. Bien, génial. Merci beaucoup. Merci. Sabrina, on est encore dans le mois de la nutrition et là, il y a des actions qui ont été posées à Cosmos en lien avec la nutrition. Entre autres, là, je vois dans tes mains, on a un sondage qui a été réalisé, qui est encore disponible, je crois, sur Internet. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est un sondage qui a été réalisé avec le comité Saines habitudes de vie, alimentation et loisirs. C'est pour faire la recension des citoyens matapédiens qui auraient des arbres fruitiers ou des jardins avec des surplus. Si la personne a des surplus qui est prête à les donner, elle a juste à aller remplir le sondage qui est disponible sur Facebook ou aussi dans le journal local de leur municipalité. Un coup que ça va être fait, moi, je vais les contacter pour organiser la cueillette. Okay. Par exemple, une dame de Sébec qui aurait beaucoup de prunes à donner, elle pourrait aller remplir le sondage qui est disponible sur le site Cosmos, Matapédia sur Facebook. Sinon aussi, nous, on a envoyé une copie du sondage dans les journaux locaux de toutes les municipalités. Donc, la madame aurait juste à aller remplir le sondage. Après, moi, je vais aller la contacter pour organiser la cueillette. Il y aurait des bénévoles qui iraient chez eux aussi pour les chercher.
à la convenance de la dame, bien sûr. Et il y aurait un tiers de la cueillette qui serait à la propriétaire, un tiers à la bénévole et un tiers à l'organisation qui désire avoir. Par exemple, moisson, il y aurait les terrains de jeu, il y a aussi des écoles primaires et on a encore ouvert aux suggestions de ceux qui désireraient en avoir. OK. C'est tout pour ce projet. Wow, super. Belle initiative. Sabrina, il y a eu également un projet du côté de Saint-Moïse qui a été mis en place à l'école primaire. Oui, en fait, c'est un projet de collation saine et nutritive avec la technicienne en éducation spécialisée. Il y avait 2 blocs. Le premier bloc, c'est elle allait sensibiliser les 4e à la 6e année au guide alimentaire et sur une collation saine. Ensuite, ces élèves-là allaient sensibiliser les autres élèves du niveau inférieur. Le deuxième bloc, c'était tout simple, c'était des collations qu'ils pouvaient faire chez eux, par exemple un smoothie, un yogourt avec des granolas, etc. OK. Ouais. Ça a bien fonctionné. Oui, vraiment, les élèves ils ont beaucoup apprécié. Dans le fond, c'était un atelier à chaque semaine durant 5 semaines. OK. Et le projet est déjà terminé. Ça s'est fait à quel moment? Ça a commencé en novembre l'année dernière et ça s'est terminé la semaine passée. OK. Super. Et puis, on reste dans le secteur est de la Matapédia, plus du côté de Sébec, quelque chose d'autre là, qui s'est développé ou qui se développe? Qui va se développer. C'est une enseignante de l'école primaire de Sébec qui a décidé d'instaurer des bacs de fruits et légumes à partager avec ses élèves du primaire. Durant l'été, ça va être le terrain de jeu qui va aller s'occuper des bacs. Et c'est des bacs que la municipalité a décidé de donner à l'école primaire afin que ce projet se concrétise. OK. Est-ce que c'est des bacs de fruits et légumes frais ou ils vont les planter et les faire pousser? Ils vont les planter, si je ne me trompe pas. OK. Super intéressant. On joint le jardinage à l'alimentaire. Oui, c'est justement ça son concept, c'est que les élèves du primaire, ils apprennent un peu le jardinage et tout ce qui concerne ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, point de vue alimentaire à Cosmos? Oui, en fait, il y a toujours des activités en alimentation. Comme là, il y a justement un projet avec la nutritionniste Camille Nicole qui va vous parler tantôt de qu'est-ce qu'on mange de bon. Super. Ben merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. J'imagine pour une nutritionniste, le mois de la nutrition, c'est quand même un mois qui est occupé en sensibilisation. Et c'est ton cas ici, dans la Matapédia. Plusieurs ateliers, conférences de prévus au mois de mars? Oui, certainement. En tant que nutritionniste, durant le mois de la nutrition, c'est sûr que ça nous occupe beaucoup, surtout avec un volet là, plus communautaire qu'on veut venir sensibiliser toute la population au niveau des saines habitudes de vie. Là, présentement, moi, de la nutrition, là, mon volet, c'est vraiment plus tourné autour des jeunes. Donc, je donne des conférences dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires de la vallée. OK. Est-ce qu'il y en a déjà de débuté de ces conférences-là? Oui, effectivement. J'ai déjà donné les conférences, dans le fond, au secondaire 1, 3 et 4 de l'école polyvalente Forimont à Causa-Abscale. Vraiment les élèves de Causa-Abscale, pas ceux-là qui ont été relocalisés. Ça s'en vient pour ceux-là qui sont de l'école polyvalente Armand-Saint-Onge. Et puis aujourd'hui, là, j'ai donné la conférence « Qu'est-ce qu'on mange de bon » à l'école primaire de Sainte-Ursule. Oui. C'est la réponse des jeunes, comment est-ce qu'ils acceptent ou qu'ils prennent la nouvelle? Bien, quand même, ils sont vraiment très intéressés, là. Puis il n'y a pas beaucoup, le volet alimentation est peu élaboré quand même, là, dans le cadre éducatif, là, de l'école. Là, il y avait à l'école primaire qui avait vu un petit peu dans leur cours d'anglais le guide alimentaire, mais quand même, on voit que les jeunes participent beaucoup. Puis à mon étonnement, quand même, là, les jeunes, là, il y en a qui avaient quand même beaucoup des questions qui m'ont un peu surpris, là. Ils étaient très, très intéressés, là, au contenu que je leur apportais. Ce serait quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y en a des choses qui sont ressorties plus spontanément que d'autres qui te viendraient en tête? Ben, c'est comme si, vraiment, à savoir si un aliment est bon ou mauvais. Puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on essaie de mettre de côté, comme quoi que tous les aliments font partie de l'alimentation. Ça dépend vraiment de la quantité et de la fréquence. Donc, vraiment, un élève, c'était vraiment le lait au chocolat, est-ce que c'est bon? La crème glacée, est-ce que c'est bon? Si... Fait que, tu sais, c'est vraiment les questions là, qui venaient le plus souvent. Donc, c'est bien parce que ça permet de démystifier le fait que non, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Tout est une question vraiment là, de quantité et de fréquence qu'on va consommer l'aliment. Et d'équilibre dans tout ça. Oui, c'est ça, de variété. Et tout ça. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres ateliers de prévus d'ici la fin du mois de mars? Oui, dans le fond, c'est vraiment la semaine prochaine là, que je vais faire le plus gros des ateliers. Il me reste encore 2 ateliers. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Ça, c'est vraiment avec les écoles, avec les élèves des écoles primaires. Qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment général, saine alimentation. Qu'est-ce qui est super intéressant avec cette conférence-là, c'est que par la suite, on fait un atelier avec les élèves. Ça leur permet de développer un menu,
Puis on a pris entente avec les concessionnaires des écoles primaires de refaire le menu que les élèves ont choisi dans les semaines qui vont suivre. Okay. Donc, c'est super intéressant. Les élèves vont revoir, dans le fond, le menu qu'ils avaient décidé là, au menu. Ils vont pouvoir aller le manger. Puis, Donc, ils vont être impliqués dans le choix des aliments à conception du menu. Puis, les concessionnaires ont accepté de jouer le jeu puis de leur mettre sur la table, en fait. Exactement. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut, là, d'impliquer le plus possible les jeunes dans la planification et la préparation des aliments. Donc, pas seulement rendu à l'étape là, de manger. Là. Donc, on veut vraiment essayer de les impliquer le plus tôt possible là, dans l'alimentation. Absolument. Pour les aider à faire les meilleurs choix possibles tout au cours de leur vie. Oui, exactement. Aussi, au niveau secondaire, c'est sûr qu'on veut un autre volet. Secondaire 1, c'est beaucoup saine alimentation. Donc, c'est quoi les bonnes habitudes alimentaires à favoriser, les mauvaises? Donc, sauter le déjeuner, on explique que c'est pas vraiment la meilleure habitude à favoriser. Secondaire 3, on rentre un peu plus dans le vif du sujet de l'image corporelle. Okay. Donc, vraiment, aller voir là, qu'il n'y a pas seulement un format corporel, même si avec toute la pression sociale, l'industrie de la mode, on fait croire comme s'il y aurait seulement un format corporel. Fait qu'on y va vraiment au niveau de la génétique pour essayer de faire comprendre aux élèves que ça sert à rien de faire des régimes qui sont super restrictifs là, pour essayer d'être pareil que tel artiste. Ensuite, en niveau secondaire 4, on fait encore un petit pas vers l'avant au niveau des troubles alimentaires. Okay. Donc là, c'est vraiment d'expliquer là, les multitudes de troubles alimentaires qui existent, c'est quoi les symptômes, comment que ça peut se développer, puis vraiment sensibiliser les jeunes à l'importance de ne pas faire de commentaires au niveau du poids. Hein, c'est vraiment la petite différence qui, des fois, qui peut faire le petit déclic. Donc, vraiment, la prévention, là, d'essayer de diminuer les commentaires au niveau du poids. On explique aussi comment que ça peut se guérir, ces troubles alimentaires-là, puis toutes là, les ressources qui sont disponibles pour venir en aide aux jeunes qui seraient atteints d'un trouble alimentaire. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent, les troubles alimentaires chez les jeunes? C'est quelque chose que vous pouvez, d'une certaine façon, quantifier? Oui, quantifier, dans le fond, c'est sûr qu'au niveau des dernières études qui avaient été faites, c'est sûr que c'est à plus grande échelle. C'est pas directement dans la vallée ni dans les écoles, là, mais on parle quand même qu'un tiers des adolescents là, auraient un trouble alimentaire. On parle beaucoup là, d'anorexie, boulimie, mais il en existe l'orthorexie, les hommes avec les muscles peut-être, les ados qui vont plus vouloir aller s'entraîner pour essayer d'avoir des gros muscles. Donc, c'est pas un tiers qui sont diagnostiqués, là, mais c'est quand même très fréquent, surtout dans la phase adolescence. OK. D'où l'intérêt de les rencontrer puis d'en parler. Eh oui, exactement. Donc, on peut, pour montrer que c'est bien d'aller chercher les ressources nécessaires pour s'aider. Ouais. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Excellent. Bien, félicitations pour vos démarches et puis on vous souhaite que ça se passe super bien pour les semaines à venir dans les écoles avec nos jeunes. Merci beaucoup. Savez-vous ce qu'est la sclérose en plaques? Savez-vous que plusieurs personnes dans notre région en sont atteintes? On en parle avec Brigitte Babin, qui elle-même est atteinte de sclérose en plaques, mais qui est également responsable du groupe d'entraide sclérose en plaques dans la Matapédia, ainsi que Mme Marie-Ève Michaud, qui est directrice de la section Bas-Saint-Laurent pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, mesdames, on est ici pour parler de sclérose en plaques, faire un peu plus la lumière là-dessus. Évidemment, il y a un mois de sensibilisation qui s'en vient autour de la sclérose en plaques, mais on va revenir plus proche de nous aujourd'hui. En fait, on entend souvent parler, mais beaucoup de gens ont de la misère à démystifier c'est quoi exactement tout ça. Qu'est-ce que la sclérose en plaques? La grande question pour ouvrir la discussion. Oui. Mais en fait, si je peux me permettre, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative que l'on retrouve, là, c'est neurologique, donc on retrouve au cerveau. C'est une maladie qui va attaquer la gaine de myéline. Alors, si je peux faire peut-être un parallèle entre du connu, là, pour simplifier la chose, c'est comme si le fil qui relie notre ordinateur au mur avait une irritation et qui se faisait ébrécher. Le courant passerait moins bien. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe au cerveau. Les transmissions d'une neurone à l'autre est moins claire et il y a des court-circuits, si on veut. Alors, ça se traduit par des plaques au niveau du cerveau sur différentes parties du cerveau à différents endroits. OK. Est-ce qu'il existe différentes formes de sclérose en plaques? Effectivement, oui. Oui, Marie-Ève. Oui. En fait, on en a plusieurs. Il y a plusieurs formes reconnues, mais il y en a 3 principales, là, ou 4, là, qu'on entend plus souvent parler. Il y a le syndrome clinique isolé. Donc, ça arrive une fois, puis, c'est comme parti. Mais sinon, ce qu'on côtoie le plus souvent, là, ici, là, en région et partout au Canada puis au monde, c'est la forme qu'on appelle cyclique ou encore progressive, primaire ou secondaire. Donc, c'est les 3 formes qu'on rencontre de sclérose en plaques. OK. Ouais.
Puis, ça serait quoi les symptômes? Parce que de ce que je comprends, ça peut attaquer plus ou moins tout le monde, mais de quelle façon est-ce qu'on en prend conscience de Oui, ça? bien là, les symptômes. Moi, je suis personnellement atteinte de sclérose en plaques, donc les symptômes, je peux en parler car j'en connais quelques-uns. J'en ai moi-même quelques-uns. Des symptômes, il peut y en avoir une vingtaine de symptômes différents. Une personne peut avoir un symptôme, plusieurs symptômes. Elle peut les avoir en même temps, sur une même période de temps ou dans des semaines ou des mois échelonnés. Principalement, les symptômes, c'est la fatigue, grosse fatigue chronique, engourdissement, difficulté des fois avec la parole, la locomotion, des troubles cognitifs, perte d'équilibre, la sensibilité, fourmillement, troubles de vision, là, on a dit, névrite optique beaucoup. Fait que c'est très, très différent d'une personne à l'autre. Fait qu'on peut pas dire vraiment que si tu as un symptôme comme ça, c'est la sclérose en plaques. C'est plus large que ça, là. Évidemment, on ne pose pas un diagnostic comme ça au premier symptôme. Étant donné que c'est différent d'une personne à l'autre, est-ce que, dans le fond, un peu tout le monde peut en être atteint? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, comment je dirais, prédisposés à la maladie que d'autres? Non, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est vraiment, on ne sait pas d'où ça vient, le départ de tout ça. Les recherches ne peuvent pas encore voir. Ça peut être, ils parlent d'environnement, un peu de génétique, d'alimentation. C'est très, très encore embryonnaire. C'est flou, on ne sait pas. Puis, à cause de ça, ils ne peuvent pas trouver de traitement encore pour guérir la sclérose en plaques. Il y a des traitements qui aident à soulager, à continuer à vivre avec la sclérose en plaques, mais il n'y a pas encore de remède pour guérir la sclérose en plaques. Okay. Il faut savoir, en fait, que cette maladie-là se diagnostique habituellement entre 15 et 40 ans, qu'il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui sont atteints de sclérose en plaques. De femmes, excuse-moi. Oui, je m'excuse. 3 fois plus de femmes que d'hommes qui sont atteints de sclérose en plaques. Et puis, ici, là, en fait, au Canada, 1 personne sur 340 est atteinte. Donc, c'est beaucoup, c'est énorme. Puis, on ne sait pas pourquoi. Donc, les projets de recherche sont là pour essayer de mettre d'avant la lumière sur la cause. Mais comme Brigitte le disait, l'environnement, les habitudes de vie, il y a beaucoup de facteurs qui sont étudiés, mais encore, on n'est pas capable de dire qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer la sclérose puis que pas une autre, en fait, d'une même famille même. Et vous avez la sclérose en plaques. J'imagine que vous avez testé ou essayé différents traitements. Où en sont, en fait, les différents types de traitements pour cette maladie-là? Les traitements, bien, présentement, il y a 13 traitements qui existent. Il y a des injections pour l'instant qu'il y a. Il y a les médicaments aussi oraux, puis il y a intraveineux. C'est sûr qu'il y a comme 3 lignées. Moi, je suis rendue dans la 2e lignée des traitements. C'est des médicaments oraux. Puis, c'est sûr que ça peut apporter des effets secondaires. Ça peut marcher pour une personne, puis pour une autre, ça ne marche pas du tout. Et là, on fait des résonances magnétiques à presque tous les ans avec un neurologue qui nous suit pour voir si on a une évolution de plaques. Si nos plaques ont grossi, s'il y en a de plus, ils sont situés où. Ça fait que c'est toutes des choses vraiment que c'est suivi de près. Puis la médication est basée là-dessus. Okay. Mais il y a des formes de sclérose en plaques qu'il n'y a aucun médicament qu'ils peuvent prendre parce que ça rejoint pas ça cible pas ces personnes-là. Dommage. Là, c'est pour ça que la recherche là, continue à chercher, à trouver le médicament qui va guérir au lieu de juste soulager aussi. Puis, de quelle façon est-ce qu'on peut diagnostiquer cette maladie-là? En fait, on diagnostique la sclérose en plaques par IRM, donc par imagerie par résonance magnétique. Ce qui est difficile avec la sclérose en plaques, c'est que souvent les symptômes vont être attribuables à d'autres maladies aussi. Donc, quelqu'un va être fatigué, quelqu'un va avoir des engourdissements, des problèmes de vision, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la sclérose en plaques. Donc, les investigations doivent se faire par le médecin, puis ensuite, lui, va référer au neurologue qui poussera les observations pour être capable d'observer clairement de la sclérose en plaques au niveau du cerveau. Donc, on ne peut pas se diagnostiquer seul en disant « Ah, ben je suis fatiguée, ça doit être la sclérose en plaques. » Non, non. Puis quand on parle de fatigue, c'est une fatigue qui est extrême. C'est envahissante. Une fatigue qui rentre dedans. Indescriptible. Moi, je côtoie les gens qui ont la sclérose en plaques puis ils me disent « Marie-Ève, j'ai déjà été fatiguée, mais c'est pas une fatigue comme ça. C'est pas ça. C'est une fatigue qui est très pesante. » Ouais.
Donc, on ne se diagnostique pas en faisant une recherche sur Internet. On Si va, on a des on va doutes, par consulter. contre, si on a des doutes, par contre, on peut toujours faire appel à notre médecin pour dire, écoutez, il se passe ça, c'est pas à négliger. On investigue, puis tant mieux s'il n'y a rien. Puis s'il y a quelque chose, on sera entre les mains des bonnes personnes. Ouais. Dites-moi, Mme Michaud, vous qui êtes responsable de la section Bas-Saint-Laurent, est-ce qu'il y a des distinctions particulières, on va dire, par rapport à la situation Bas-Saint-Laurent-Gaspésie versus peut-être le reste du Canada? Ah bien, en fait, il faut savoir que la sclérose en plaques au Canada, on est un des pays les plus touchés au monde. Donc, c'est vraiment beaucoup. Pourquoi on ne le sait pas? Est-ce que c'est au niveau de la situation géographique? Bon, on ne peut pas le dire encore. On fait les recherches pour ça. Mais oui, effectivement, qu'au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine, il y a près d'un peu plus de 800 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Et ça, c'est les personnes qui sont diagnostiquées et identifiées. Donc, il y a des gens qui sont porteurs de sclérose, qui ne feront pas l'investigation et qui ne sauront pas que c'est la sclérose en plaques. Il y en a qui le savent, mais qui ne veulent pas le dire. Ils se disent, tant que ça va bien puis que ça ne paraît pas, j'en parlerai pas. Donc, il y a 800 et quelques personnes potentiellement atteintes, mais il y en a sans doute plus que ça encore, là. Ouais. Est-ce que la sclérose en plaques est une maladie qui est mortelle? Non, pas du tout. Elle est incurable, imprévisible, mais mortelle, non. Il n'y a pas plus de... Le taux de mortalité chez une personne atteinte n'est pas plus élevé qu'une personne normale. Il faut faire la différence avec la sclérose latérale amyotrophique, qui, elle, est irréversible. Ouais. C'est une maladie qui est invalidante, en fait, dépendamment de la forme de sclérose en plaques. Certaines gens vont continuer à avoir un train quotidien régulier, vont aller travailler, vont pouvoir vaquer à leurs occupations et certaines autres formes vont plus limiter. Certaines personnes vont avoir des déambulateurs, des fauteuils roulants, mais au niveau de la vie de tous les jours, vont pouvoir vaquer à leurs occupations quand même. C'est sûr, par contre, que c'est une maladie qui est invalidante. Donc, avec le temps, on perd des fonctions, malheureusement, et on espère trouver la cause et les médicaments pour stopper l'ASP. C'est clairement ça. Et j'imagine que, qu'il y a des services qui existent pour les gens qui en souffrent et puis, bon, c'est incurable et ça affecte le quotidien. Est-ce que, par exemple, à la section du Bas-Saint-Laurent de la Société canadienne de sclérose en plaques, c'est quoi les services qu'on peut retrouver? Bien, en fait, il faut savoir que la section de la Société canadienne de la sclérose en plaques, dans l'organigramme, c'est qu'on relève, on est sous la division du Québec. Donc, il y a le national, il y a la division du Québec et il y a la section Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Les sections, en fait, c'est les régions du Québec. Donc, il y en a 17 au Québec. Nous, on couvre le Bas-Saint-Laurent, on aide aussi les gens en Gaspésie, on répond aussi à certaines demandes plus loin, aux îles de la Madeleine, puis vraiment plus loin en Gaspésie. Donc, les missions de la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est d'amasser des fonds pour la recherche, évidemment parce qu'on veut trouver un jour remède et la solution à cette maladie-là. Et puis, c'est d'offrir des services. Les services qu'on propose, il y en a qu'on offre en région et il y en a d'autres qui sont offerts par la Division du Québec. Donc, on rencontre des camps pour les jeunes où les parents sont atteints, des camps pour les personnes atteintes. On offre des groupes d'entraide, des activités physiques, on offre des cafés-rencontres, on offre des congrès. On a eu un congrès en 2017, justement, au Bas-Saint-Laurent pour permettre aux gens de se rallier, de mieux comprendre la réalité, de faire des partages et puis de comprendre qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'il y a des ressources autour, là. Donc, on couvre vraiment là, tous les services, en fait, là, qu'on peut penser au niveau du soutien, là. Ouais. Puis encore bien plus près de chez nous, dans la Matapédia, il y a un groupe de soutien. Madame Babin, vous y êtes impliquée. Oui. Comment ça fonctionne? Bien là, on avait régulièrement des activités selon la demande aussi des personnes atteintes, qu'est-ce qu'ils attendent comme activité, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Des fois, c'est juste des cafés-rencontres juste pour parler, pour briser l'isolement, beaucoup. Des fois, on peut faire des activités, on a une activité de cabane à sucre, une rencontre qu'on fait tous les ans. Ça, c'est apprécié des gens. Puis on veut des fois des sorties, des activités de quilles. On veut aussi mettre en marche peut-être des activités physiques si on peut, là, si on trouve un endroit et les personnes pour les faire. C'est des petites choses. On a des projets. Ça dépend de l'attente des personnes atteintes. Et puis, est-ce qu'il y a des événements à venir prochainement? J'imagine qu'il y a des choses qui s'en viennent. On a parlé de parties de sucre, on approche du temps des sucres. Bien, non, ces activités-là vont être affichées quand le temps va être venu, puis les dates arrêtées.
Mais aussi, ce qu'on va avoir, c'est des campagnes de levée de fonds qu'on va faire là, justement pour la recherche, dont une campagne de l'œillet qu'on fait annuellement. Et cette année, à Amqui, on va faire juste un point de vente. On va vendre des œillets à l'unité. Ça va être au métro cette année, au marché métro. C'est sur 3 jours. Bien, ça va être le jeudi, vendredi, peut-être le samedi là, avant la fête des mères, le 10, 11, 12 mai. Ça va être notre façon à nous d'essayer d'aller chercher des sous pour la recherche. Okay. En fait, c'est une activité de sensibilisation. Donc, elle a deux missions. Cette activité-là, c'est d'amasser des fonds pour la recherche, mais c'est aussi de dire, écoutez, la sclérose en plaques existe. Elle existe ici aussi. Elle existe partout. Puis c'est une belle opportunité qu'on a de parler de la maladie et de dire qu'on existe. On le sait que Brigitte n'est pas toute seule ici à avoir la sclérose en plaques. On le sait qu'il y a plein de gens qui sont atteints de cette maladie-là. Puis on est là pour pouvoir justement en parler, leur offrir un espace. Donc, la campagne vise la sensibilisation et d'amener là, des sous pour la recherche. Ouais. Et puis, ben, s'il y a des gens qui en sont atteints, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec chacune de vos organisations? Bien, en fait, ils peuvent passer par téléphone là, à la section du Bas-Saint-Laurent et moi, je redirige là, vers Brigitte ou encore vers les activités là, concernées. Je parlais tantôt de congrès et tout ça, donc il y a beaucoup de services. Là. Il y a le groupe d'entraide, mais il y a aussi autre chose. Donc, si les gens veulent être plus au fait là, de ce qu'on offre, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez me téléphoner. Je pourrais peut-être laisser votre numéro que vous pourriez passer en bas. Oui, parfait. Oui. Alors, on a un numéro 1-800, là, donc c'est possible de nous rejoindre sans frais. Et sinon, bien, s'ils veulent venir faire un petit coucou au bureau, on est situé au 180 Évêché-Ouest, bureau 95 à Rimouski. Donc, avec grand plaisir, là, on peut les accueillir, partager de l'information, les entendre, les écouter. Ça va nous faire plaisir. J'imagine qu'à l'ère de l'information numérique, vous êtes aussi sur le web. Effectivement. Donc, on a la page Facebook sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent. Et pour les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, on a un groupe d'entraide qui est vraiment fermé, qui est spécifiquement pour les gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Donc, ça donne une plateforme où on permet des échanges, du pairage, du co-développement. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de créer des alliances et du réseautage. Pour le groupe de la Vallée, est-ce qu'il y a une façon un peu plus directe de le rejoindre ou on passe par oui, bien, moi, personnellement, j'ai mon courriel babinbrigitte@commercial-hotmail.com. Puis, on a aussi, comme Marie-Ève l'a dit, la page Facebook là, pour le groupe d'entraide de sclérose en plaques. Excellent. Bien, mesdames, merci beaucoup d'avoir éclairé un peu nos lanternes aujourd'hui et d'en apprendre sur cette maladie qui, malheureusement, est très présente par chez nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Okay. Au revoir. Le dimanche 8 avril prochain, l'église d'Amqui sera l'hôte d'un spectacle pour le moins inusité puisque 5 chorales s'uniront pour une seule et même cause. On en parle avec l'une des personnes responsables de l'organisation de ce spectacle. Je suis accompagné de Pierre Raymond qui est président et représentant du secteur pour les clubs des 50 ans et plus de la vallée de la Matapédia. Bonjour, M. Raymond. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Monsieur Raymond, vous êtes à l'origine d'un projet, un spectacle assez spécial qui s'en vient dans la vallée. On va avoir 5 chœurs ensemble regroupés pour une même cause, on va dire, à l'église d'Amqui prochainement. Parlez-nous un peu du spectacle qui s'en vient, puis d'où est-ce que vient cette idée-là? Bien, l'idée vient que j'ai un confrère de travail dans les 50 ans et plus qui fait le même travail que moi à Rimouski. M. Richard Ranco, qui, lui, fait une chose comme ça à dans le temps des fêtes, dans une église de Rimouski. Donc, en gros, mon idée vient de là. Par contre, moi, je me suis donné un objectif au départ, c'est de dire, je veux avoir 5 chœurs. D'un fois, c'est 2 chœurs. Bon, moi, j'en voulais 5. C'est pour ça que si vous regardez le poster qui est en arrière de moi, bien, il y a 5 mains, puis il y a 5 noms de chorales décrites dans ces mains-là. Pourquoi 5 comme les 5 doigts de la main? Bien, c'est un peu les 5 doigts de la main. C'est pour dire qu'un peu tout le monde travaille ensemble vers une même cause, qui, en fin de compte, là, c'est 2 causes. C'est pour les Amirams de la vallée et puis la Fondation Héritage 2000. Ouais. C'est parti de là, et puis, bon, c'est sûr que là, j'ai approché quelqu'un qui
pour le côté, on peut dire, artistique de la chose, parce que moi, je ne suis pas artiste, rien de ça, là. Moi, c'est plus l'organisation qui m'intéresse dans ça, là. Okay. Et cette personne-là, c'est qui au juste? Ben, c'est M. Danny Ouellette, qu'on connaît avec le duo Jacqueline et Danny. Et puis, bon, je sais que puis c'est lui qui s'occupe aussi de la chorale des Amirams, qui font un spectacle, eux autres aussi, dans le temps des fêtes, là, à l'église de Saint-Noël. Donc, de l'expertise de M. Ouellette et de son implication dans les Amirams, ça, c'est un des 5 chœurs participants. Les 4 autres, ça se trouve être qui? Bon, on a la chorale de Amkoui, parce que ça va se passer aussi à l'église Saint-Benoît d'Amkoui, le 8 avril, en passant, à 2 heures de l'après-midi. On a la chorale de Saint-Léon-le-Grand. Et puis, bon, là, ça en fait 3. On a la chorale de Joie et Soleil de Matane. Et puis, l'autre, c'est les Voix de la Vallée. OK. Ça, c'est aussi exceptionnel. Bon, au départ, moi, le projet, je voulais l'amener puis le faire au mois de décembre. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, les Voix de la Vallée faisaient quelque chose de semblable à la même église à Amkoui au mois de décembre. Fait que, donc, on a décidé de repousser l'événement en disant que les Voix de la Vallée feraient partie un des 5 chœurs qui vont être là cette journée-là. Puis en tout, on peut dire que ça va donner à peu près 110 personnes, les 5 chœurs avec Jacqueline et Danny, ça va donner à peu près 110 personnes. Et puis, on est censé d'avoir un chant final où les 110 vont être sur la scène, là, dans le devant de l'église. Là, puis, ça devrait donner quelque chose de spécial. Ah oui, c'est assez impressionnant probablement. Il y a de la place pour à peu près 600 personnes, un peu plus à l'église? À l'église de Saint-Benoît, d'Amkoui, on me dit qu'il rentre à peu près 800 personnes. C'est bien sûr que mes objectifs sont peut-être d'atteindre puis remplir, mais bon, regardez, on verra ce que ça donnera, cette journée-là. Je me dis, on est au début avril. Le Pâques est passé, on est au début d'avril. Il peut faire beau, c'est un dimanche après-midi. Fait que le monde, s'il peut venir d'un petit peu partout de la vallée, il y a quand même 18 municipalités. Puis le poster, je peux vous dire qu'à date, il est affiché dans les 18 municipalités de la vallée. Et puis, il y a beaucoup aussi d'autres, comment je pourrais dire, moyens de communication qu'on se sert pour pas planifier, mais pour attirer du monde à cette journée-là. Donc, ouais. Et les bénéfices de cet événement-là vont être partagés en 2 organisations. Les Amirams de la Vallée, qu'on connaît un petit peu plus dans la Matapédia, puis avec qui j'aurai la chance d'en discuter avec la directrice un peu plus tard. Et la Fondation Héritage 2000, c'est une fondation qui est peut-être moins connue dans le milieu. Qu'est-ce que c'est? Fondation Héritage 2000, c'est une fondation qui a été partie en 2001 par le regroupement des 50 ans et plus. Les bureaux sont à Rimouski. Ça l'a pris à peu près, c'est en 2001, comme je vous dis, ça a pris à peu près 2 ans pour ramasser un peu de sous puis mettre ça vraiment tout en branle. La Fondation Héritage 2000 aide les promoteurs qui veulent partir une petite compagnie, là, pas nécessairement une affaire qui coûte 200 000, là, mais tu sais, quelqu'un, des fois, a besoin d'un 20-25 000 pour partir vraiment une petite compagnie. À ce moment-là, des fois, parce qu'ils n'ont pas de sous et tout ça, ben ils ne peuvent pas avoir accès facilement à des grosses banques et tout ça. Fait que donc, il faut qu'ils passent par des organismes de microcrédit. Il y a 3 organismes de microcrédit, une dans le KRTB, une à Rimouski et une un peu plus loin dans l'est du Québec. Si vous vous qualifiez avec eux autres, puis eux autres peuvent nous demander si on peut donner des sous pour les aider à partir. À ce moment-là, nous, on peut donner jusqu'à 3 000 c'est sûr qu'on passe par les organismes de microcrédit. C'est eux autres qui nous approchent. C'est pas nécessairement les compagnies directement, là, ou le promoteur qui veut partir de sa petite compagnie. Ça passe par les organismes de microcrédit. Nous autres, l'argent qu'on donne, nous autres, elle ne revient pas. C'est sûr que le microcrédit, eux autres, ils vont recevoir l'argent qu'ils ont prêté ou qui ont aidé à trouver pour ces promoteurs-là. Le promoteur, lui, au bout, il remet l'argent si sa compagnie
fonctionne bien, puis tout ça, il va remettre l'argent à l'organisme de microcrédit. Okay. Tandis que nous autres, le droit, 3 000 qu'on donne, un exemple, nous autres, on ne le revoit pas, ce 3 000 $-là. Okay. Fait que donc, on fait des spectacles et tout ça, où on organise des choses comme ça pour ramasser des sous. Okay. Fait que c'est ça. Puis, on ramasse des sous. L'objectif, c'est de faire des bénéfices, évidemment. Mais c'est un événement qui est gratuit quand même, il faut le rappeler. Ça a lieu, vous l'avez dit, dimanche le 8 avril, 14h à l'église Saint-Benoît à Damqui. Oui. Mais c'est une contribution volontaire. On est dans une église, on va passer un peu comme se fait la quête à l'église. Oui, c'est ça, exactement. L'entrée est libre. Fait que donc, ça peut être une activité, comme je disais, en tout cas, qui peut être intergénérationnelle. Le grand-parent peut venir avec ses enfants, le parent peut venir avec ses enfants à lui, puis lui avec ses enfants à lui. Ça veut dire que ça peut être vraiment intergénérationnel. C'est gratuit, tout le monde rentre. Si l'église est pleine, on pourra avoir quelques personnes debout. Ça serait bon. Par contre, ben, c'est ça. C'est complètement gratuit. Ce qu'on va faire, on va passer le chapeau, passer à la quête. Dites-les comme vous voulez, là, pour ramasser des sous. Je sais qu'ailleurs, ça s'est fait, puis bon, ben, ça peut être... On peut rester surpris des argents qui sont ramassés avec ça. Là. Fait que, donc, c'est ça. D'autant plus qu'il y a des demandes qui ont été faites, des entreprises qui ont été sollicitées aussi pour contribuer. Il y a des entreprises qui ont été sollicitées. On a fait, si on passe l'expression, un mailing là, dans des 300 compagnies de la vallée de la Matapédia. Et puis, bon, il y a 300 compagnies là, qui ont une lettre qu'on leur demande des sous, s'ils peuvent nous aider à ramasser des sous pour ces deux organismes-là. Il y en a de rentrée à date. Et puis, il y a encore, on est au moins encore à plus de 2 semaines de l'activité. Fait qu'il peut en rentrer encore. Et puis, bon, il y a aussi la Caisse populaire qui nous a donné des sous. Il y a la maison funéraire Fournier d'Amqui qui nous donne des sous. Et puis, on a eu quand même beaucoup aussi en publicité avec Rouge FM. On a naturellement, vous autres, votre organisme, la télévision communautaire d'Amqui, de Vallée. Et puis, on a aussi le journal L'Avant-Poste qui fait beaucoup de publicité pour nous autres. Ça paraît pas, mais aussi, dans les 18 municipalités de la Vallée, il y a quand même 15 municipalités qui ont un petit journal local. Fait que moi, j'ai contacté les 18 journaux. Et puis, ça passe dans les 18 journaux aussi. J'ai contacté les 18 fabriques de la Vallée de la Matapédia qui, eux autres, passent ça dans leur feuillet paroissial, qui en parlent en chair à l'Église. Bon, il y a beaucoup de publicité qui se fait. Puis tout ça, ben, c'est carrément... Tout se fait gratuit, là. Toute la publicité que j'ai, ça ne coûte rien. Les chorales qui sont là cette journée-là, c'est tout bénévole et puis tout ça. Fait que donc, les sous vont directement aux deux organismes en question, qui est les Améram puis la Fondation Héritage 2000. Là. Donc, c'est parti. Tout le monde devrait être au courant à voir votre réseau de diffusion. On vous souhaite de remplir l'église le 8 avril prochain. Et puis, on souhaite un très bon succès, une belle... on vous souhaite de ramasser beaucoup de sous pour ces deux organismes-là, M. Raymond. Bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Nous avons rencontré Pascal Saint-Amand, conseiller en développement culturel de la MRC de la Matapédia, qui nous a parlé du projet Moi à l'œuvre, un projet qui s'adresse aux jeunes de 5 ans et moins dans la Matapédia qui ont expérimenté la création par les arts visuels et les arts théâtrales. Pascal, il y a un tout nouveau projet qui se déroule dans les écoles primaires de la Matapédia, Moi à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet? En fait, c'est pas tout à fait un nouveau projet, c'est quelque chose qui existait déjà dans le Kamouraska. C'est un projet qui est né d'une initiative du Centre d'art de Kamouraska là-bas et qu'on importe dans la Matapédia pour une première fois. Donc, pour nous, c'est une première dans notre milieu. Pour eux, c'est la première fois qu'ils vont déployer ce projet-là à l'extérieur de leur région. Dans le fond, Moi à l'œuvre, c'est une série de 3 ateliers qui sont offerts à des jeunes de 5 ans et moins, donc d'âge préscolaire, de la vallée. Pendant ces 3 ateliers-là, il y a une petite création théâtrale et de danse qui leur est proposée en début d'atelier pour un peu attiser leur curiosité, les mettre dans un esprit créatif. Et en deuxième moitié d'atelier, il y a un artiste en art visuel qui vient leur proposer de créer une œuvre en art visuel, donc qui va les faire travailler, les faire créer quelque chose. Okay. Et suite à ça, l'artiste retourne en atelier, va travailler à partir de ce que les jeunes ont fait
comme création. Et puis, l'automne prochain, dans le fond, à des dates qui restent à déterminer, on va organiser une exposition où les œuvres créées par des artistes, incluant les œuvres des jeunes, vont être exposées dans la vallée. Fait que c'est vraiment une première expérience créative auprès d'artistes professionnels pour des jeunes de 4-5 ans de la vallée. D'accord. Est-ce que c'est des artistes matapédiens que les jeunes ont, avec qui les jeunes ont accès pour créer ou c'est des artistes du Bas-Saint-Laurent? C'est un mélange des deux. Okay. En fait, il y a des gens, il y a une danseuse professionnelle du Kamouraska qui participe, il y a un musicien du Kamouraska qui a monté une trame sonore pour accompagner la présentation théâtrale, une artiste en art visuel du Kamouraska, et puis 2 artistes matapédiens, Pierre Durette, qui vit à Cozabscal, et Isabelle Carignan, qui est de Saint-Léon-le-Grand, donc qui sont 2 artistes en art visuel quand même assez reconnus dans notre région, puis qui vont animer 2 ateliers, 2 séries d'ateliers, en fait. Et ça a l'air de quoi un peu les œuvres que les jeunes, à 4-5 ans, est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir des nouveaux Van Gogh? Qu'est-ce que c'est un peu? Qu'est-ce qui crée les jeunes? Bien, en fait, c'est vraiment pas nécessairement la qualité ou le type d'œuvre qui est intéressant dans ce projet-là. Ils vont expérimenter les couleurs, les formes, les textures, mais ils vont aussi expérimenter comment exprimer leurs émotions, comment travailler en équipe, comment le concept d'exposition, parce que les œuvres qui sont créées par les jeunes les laissent aller, vont revenir les voir dans une exposition, donc ils ne gardent pas ce qu'ils ont créé. Ouais. Fait que c'est à la fois, oui, une œuvre, puis quelque chose de visuellement particulier qui va être créé, mais c'est aussi tout un processus, puis des apprentissages pour soi, des savoir-être que les jeunes vont pouvoir travailler par ces ateliers-là. Et toi, tu as assisté, en fait, à des ateliers dans les écoles. Comment ça se passait? Les jeunes, ils réagissaient comment à ça? C'est vraiment charmant comment ça se déroule. Les jeunes... Bon, d'une part, sont captivés, finissent par un peu se placer en mode écoute. Puis là, la pièce de théâtre va les interpeller à certains moments. Puis là, ils se mettent à intervenir puis à interagir avec la danseuse, avec les comédiens qui sont là. Ensuite de ça, ils se mettent vraiment en mode créatif avec les ateliers qui sont offerts par les artistes. C'est vraiment beau de les voir travailler, de les voir être réceptifs. Puis, dans le fond, vraiment impliqués à la fois dans l'écoute pour le mode, pour l'expérience de se mettre en mode open, puis à la fois d'être participatif puis créatif quand vient le temps de se laisser aller. Là. Wow! Est-ce qu'on pourrait faire ça, nous, les adultes? Ça se pourrait-tu, moi, à l'œuvre, version 35 ans et plus, mettons? Tout est toujours possible, mais nous, en fait, ce qui a fait qu'on s'est lancé dans ce projet-là, la MRC, c'est financé par l'entente de développement culturel, donc qui vient intervenir à différents niveaux dans la vitalité culturelle du milieu. Puis on s'est lancé là-dedans parce qu'il y a vraiment un trou pour les 0-5 ans au niveau des expériences artistiques, des expériences créatives. Fait qu'on a un peu travaillé avec le Centre d'art pour profiter de leurs beaux projets qu'ils ont montés chez eux, venir l'offrir ici pour à la fois remplir le trou, mais aussi sensibiliser les acteurs qui travaillent avec ces clientèles-là pour leur faire voir que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est stimulant pour les jeunes, puis qu'eux pourraient reproduire dans le futur, puis peut-être avoir de plus en plus d'activités créatrices pour les jeunes de 5 ans et moins dans toute la vallée. Donc, on va suivre ça, en fait. Les dates sont à déterminer à l'automne 2018 pour l'exposition de ces super belles œuvres d'art. Oui, puis là, présentement, les ateliers ont cours jusqu'à la fin mars. Puis les artistes en art visuel, justement, vont reprendre les œuvres, vont aller travailler dans les prochains mois à la création de leur œuvre qui intègre tout ça. Puis oui, là, quelque part en octobre-novembre, il devrait y avoir des annonces concernant l'exposition. Mais merci beaucoup, Pascal. Merci. Il y a certains sports qui sont un peu plus méconnus, mais qui gagnent à chaque année en popularité. C'est le cas du curling. Le club de curling de la Vallée, en partenariat avec l'École Caron d'Amqui, ont entrepris d'initier une quinzaine de jeunes pendant 7 semaines à cette activité de plus en plus populaire. Alors, je suis en compagnie de Francis Damour, qui est formateur pour cette session d'apprentissage de curling avec les jeunes de l'École Caron. Bonjour, M. Damour. Bonjour. Dites-moi, ça fait combien de temps que ça existe, cette espèce d'entente, de partenariat-là avec l'École Caron? Avec l'École Caron, c'est la 7e semaine. Okay. C'est un groupe de 16 qui ont choisi l'activité. C'était pas sport-études, mais c'était un choix d'activité. Ouais. Et puis, ils ont choisi de venir au curling sur une base volontaire. Il y en avait 16. Puis, semaine après semaine, ils sont pas mal fidèles. Ouais. Probablement parce qu'ils aiment ça. on espère. Puis, évidemment,
Un sport comme le curling, ça prend un peu de formation. Là, on ne se lance pas là-dedans comme n'importe quel autre sport. Et pour ça, bien, ça prend des bénévoles, des gens du club de curling. Le club de curling a répondu présent. Oui, effectivement, parce que c'est le cas de le dire, on est des bénévoles. On est pour la majorité des personnes retraitées, mais qui redonnent aux suivants. Donc, on a décidé de s'occuper des jeunes des écoles primaires, mais pas juste ça, secondaires aussi. Il y a des jeunes des écoles secondaires de l'école secondaire de Sébec qui viennent. Armand-Saint-Onge, on connaît leur problématique cette année, c'est fermé, donc c'est un peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais il y a des jeunes de différents groupes qui viennent, et puis il y a notre cause obscale qui viennent bientôt. Il y a des groupes d'adultes aussi qui viennent, on les initie. Puis les gens ont besoin... Je pense que leur curiosité est vraiment, là, est vraiment bonne et envers le sport. Avec les Olympiques, on vient de traverser les Olympiques. On a vu en double mix qu'est-ce que ça a donné pour le Canada. Donc, ça pique la curiosité des gens, autant des jeunes que des adultes. On a beaucoup de questions et on a beaucoup de réservations aussi. C'est intéressant pour ça. D'autant plus qu'on est chanceux d'avoir un club de curling dans une aussi petite région que la nôtre. Est-ce que vous voyez déjà, je dirais, des échos positifs ou en fait des retours positifs de l'investissement de jeunes comme ça qui viennent se former? Est-ce qu'on les voit revenir, par exemple? Il y en a quelques-uns qui reviennent, mais les jeunes... Notre objectif, c'est celle-là. C'est sûr, c'est d'en recruter, mais c'est de démystifier c'est quoi le curling, puis de leur laisser une impression positive de ce qu'est ce sport-là. Parce que c'est vraiment un beau sport. C'est un sport d'équipe, à la fois d'équipe et individuel, parce que lorsqu'on lance notre pierre, c'est un peu comme le golf, c'est chacun. C'est chacun. La différence avec le curling, c'est que les jeunes c'est un groupe de 4, donc ils sont aidés par les 3 autres à réussir leur coup. Donc c'est tout le temps comme dans un climat positif puis jovial qu'on essaie de montrer à ces jeunes-là. Puis ces jeunes-là qui amènent leurs parents aussi à jouer le curling, puis à le comprendre. On a aussi des commentaires lorsqu'ils le regardent à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui le regardent. Les codes d'écoute sont en constante croissance. Donc, les gens s'y intéressent. De l'intérêt à faire le premier pas, des fois, c'est quelque chose, mais lorsque le premier pas est fait, autant au niveau des jeunes que des adultes, généralement, les gens en ressortent là, vraiment satisfaits, contents. Ouais. Puis, si jamais il y a des gens qui veulent s'y initier, vous autres, la saison achève, c'est le 7 avril prochain, je pense, la dernière journée. Est-ce qu'il y a encore des chances ou des opportunités pour ces gens-là de s'initier au sport d'ici la fin de la saison? Il y en a toujours un peu. Il faudrait nous appeler pour vraiment voir les disponibilités. Mais on a encore beaucoup de réservations. On en a qui viennent demain. On a un groupe de 25 demain. On a des groupes d'adultes qui viennent aussi, des entreprises du milieu. Donc, on aime initier ces gens-là. S'il y en a d'autres qui veulent être initiés, que ce soit en fin de saison, ça se termine le 7 avril, c'est prêt, il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a la fin de semaine de Pâques aussi, dernière fin de semaine de mars, début d'avril. Donc, mais les gens peuvent toujours venir en début de saison, à partir de l'Action de grâce. Il y a toujours comme 2 semaines de portes ouvertes, c'est gratuit. Les gens qui veulent être initiés, on les initie, ça ne coûte rien. On fournit les équipements. C'est vraiment accessible. Peu dispendieux, c'est convivial aussi. Le climat est bon, les gens sont contents de pratiquer ce sport d'hiver-là. Puis, il n'y a aucune tempête, il n'y a rien qui dérange ça. Quand on a une activité de prévue, elle a lieu. À moins d'une panne de courant, bien entendu, mais à part ça, c'est ça, c'est fiable. En toutes les conditions. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite bon succès et bonne continuité avec les jeunes. Merci. Je suis en compagnie d'Annie Bérubé, qui est enseignante à l'école Caron. Bonjour, Annie. Bonjour. En ce moment, Annie, il y a des jeunes derrière nous qui jouent au curling, des jeunes de l'école Caron, 5e, 6e année. Comment c'est venu ce maillage-là entre le club de curling et l'école Caron pour faire bouger les jeunes comme ça? Bien, nous, dans le fond, dans les projets Jour 5, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça et on va souvent aller soit à la piscine, à l'aréna et le curling. C'est pas la première fois que, dans le fond, nos jeunes viennent en atelier Jour 5 au curling. Donc, on a relancé pour cette année et là, on a recontacté le club qui nous ont accueillis à bras ouverts comme d'habitude. Il semble avoir quand même une bonne participation. On a quoi, une quinzaine, 15-16 jeunes aujourd'hui? Oui, on a 15 jeunes, normalement 16, mais aujourd'hui 15 jeunes de 5e, 6e année qui se sont inscrits, donc qui étaient intéressés à venir apprendre les bases du curling.
C'est déjà la 7e semaine aujourd'hui. C'est leur dernière journée de ce semestre-là. Est-ce qu'il y a des chances que ce soit une activité qui revienne dans les prochaines années? Ah, assurément. Vu l'engouement, justement, là, je pense que c'est quelque chose qui va être assez gagnant de remettre dans les choix d'ateliers là, pour les autres années. Puis qu'est-ce que ça permet, vous, en tant qu'enseignant avec institution, aux jeunes? Qu'est-ce que ça leur apporte de pouvoir diversifier leurs expériences comme ça? Bien, ça leur permet de découvrir différentes choses, que ce soit au niveau sportif comme le curling, au niveau artistique ou encore au niveau un peu apprentissage, découverte de d'autres choses différentes. Des fois, il y a aussi de la magie, il y a du culturel. Donc, ça permet d'élargir un petit peu leurs horizons et d'amener aussi certaines découvertes de choses qu'ils n'auraient pas vues et qui se développent des passions ou des intérêts pour ces choses-là. Bien, super, on va vous souhaiter une bonne continuité dans ce projet. Bien, merci beaucoup. Salut, comment est-ce que tu t'appelles? Émeric Savagignac. Puis, toi, tu joues au curling ici? Oui. Comment tu trouves ça, le curling? C'est-tu la première fois que tu jouais? Ouais. Je trouve ça amusant, c'est vraiment fun. Ouais. Ça fait un bon passe-temps. Puis, c'est quoi que tu trouves le fun dans ce jeu-là? Ben, c'est surtout quand tu te lances. T'aimes ça glisser, toi, sur la glace? Ouais. As-tu des chances que tu reparticipes à ça l'année prochaine? Si possible, ouais. Mais il n'y a pas de chance parce que je ne serais pas supposé être là. Ah, OK. C'est bon. Ben, merci. Ouais. Salut, comment est-ce que tu t'appelles? Anthony Fortin. Toi, Anthony, comment tu trouves ça, jouer au curling? Moi, j'aime ça. C'est quoi que t'aimes? Ben, j'aime ça le jeu. Puis ça me permet d'un peu de m'évader de l'école aussi en même temps parce que on va se le dire, moi, je trouve ça plate, là. OK. Que toi, ça te permet de faire autre chose que du français et des maths. Ouais. Tu penses-tu que ça se pourrait-tu que l'année prochaine, tu t'inscrives à nouveau dans le curling? Si là, oui. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Anthony. Merci. Salut, comment est-ce que tu t'appelles? Alicia. Dis-moi, Alicia, est-ce que c'est la première année que tu joues au curling? Oui. Comment est-ce que tu trouves ça? Ben, j'aime ça, c'est le fun. C'est sûr qu'il fait froid puis tout, mais c'est le fun à jouer, là. Quand t'as jamais joué, ben c'est cool à apprendre un nouveau sport, là. Toi, y a-tu quelque chose en particulier que t'aimes de ce jeu-là? Ben, pas vraiment. C'est comme pas mal... J'aime ça comme ça, là. Puis si ça revient l'an prochain, tu penses que tu te réinscrire si t'es là? Oui. Ouais? Ouais. Merci, Alicia. De rien. Salut, les gars. Comment est-ce que vous vous appelez? Louis-Philippe. Louis-Philippe. Ouais. Zachary. Comment... Est-ce que c'est la première année que vous jouez au curling, les gars? Oui. Ouais. Comment est-ce que vous trouvez ça? Ah, c'est le fun, là. C'est le fun que l'école ait pensé à ça. C'est un sport pas tellement connu, mais ça peut devenir de plus en plus populaire. Ça fait qu'ils essayent de nous faire connaître. Toi? Ben, j'aime ça, là. Je trouve ça le fun, même si c'est pas vraiment connu, là. C'est quoi... Une petite gang. Ouais. C'est quoi que vous trouvez le fun dans le sport? Y a-t-il quelque chose en particulier que vous aimez plus? Non, mais lancer des pierres, c'est le fun, puis essayer de faire le point, puis compétitionner avec les autres équipes. Ouais, compétitionner, puis ça, là. Y a-t-il des chances, si ça revient l'année prochaine, que vous vous réinscriviez à nouveau? Ben, je pense pas, parce qu'on va être au secondaire. Ah, ouais. Au secondaire. Bon. Ben, merci, les gars. Les 7 et 8 avril prochains, l'Arena d'Amqui sera l'hôte du championnat provincial de judo. Patrick Gontier nous parle de cet événement. Monsieur Gontier, on est ici pour parler judo. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Ça n'a jamais eu lieu ici dans la vallée de la Matapédia. C'est un tournoi provincial de judo. Comment ça va s'organiser tout ça, là? Bien, en fait, là, c'est une demande qu'on a faite l'année passée là, à Judo Québec, qui est l'organisme là, qui gère le judo partout au Québec. C'est le seul organisme dans la province qui gère le judo. Donc, on a soumis notre candidature pour obtenir le championnat provincial là, 2018. Et puis, on a été choisi pour l'organiser. Fait qu'on se relève les manches puis on y va. Ici, dans la vallée, est-ce que c'est un sport qui est beaucoup pratiqué? On a à peu près une cinquantaine de jeunes et moins jeunes qui pratiquent le judo. Pour deux soirs semaine, là, maintenant à l'école Caron, parce qu'on a perdu notre dojo à la polyvalente. Là.
Il y a 3 groupes, 2 groupes de plus jeunes, puis un groupe là, avec des adultes plus avancés. Donc, on peut espérer qu'on va avoir des participants au tournoi provincial. Si on se fie à l'année passée à Victoriaville, il y avait 775 inscriptions. Donc, cette année, là, on s'attend à sensiblement la même chose, là, autour de 700 inscriptions là, qui vont venir de partout au Québec. Mais d'ici, est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont participer? D'ici du Club d'Amqui, je vous dirais peut-être entre 10 et 15 participants. Ça va dépendre à ce moment-là, les disponibilités de chacun, les entraînements, comment ça a été, puis les intérêts aussi de participer. Là, on ne peut pas inscrire n'importe qui n'est pas préparé à cette compétition de ce niveau-là. Là. Pour les inscriptions, ce n'est pas encore complété. Comment on fait pour s'inscrire? Dans le fond, les inscriptions, ça se fait en ligne sur le site de Judo Québec. C'est eux qui gèrent tout ce qui est inscription parce qu'il faut être affilié à Judo Québec pour pouvoir participer à une compétition de judo. Les affiliations, ça comporte les assurances, tout ce qui y a trop autour là, du judo. Puis les inscriptions se terminent le 30 mars. Et justement, mais là, ça va attirer vraiment du haut calibre ici dans la vallée. Ça va être le fun d'aller voir ça à l'Arena. À quoi qu'on peut s'attendre? Là? Comment ça va se passer, le tournoi exactement? Est-ce qu'on va avoir plusieurs combattre ensemble en même temps? En fait, oui, c'est dans l'Arena d'Amqui. On va installer 5 surfaces de combat. Pour les 700 compétiteurs, il va y avoir différentes catégories. Aller du U12, donc qui comprend les 10 ans et plus, aller jusqu'aux vétérans. Donc, les vétérans, c'est 30 ans et plus. Fait que, il y a des gens, là, je pense qu'il y a des fois, il y a des compétiteurs qui ont 60 ans qui embarquent sur le tapis. Puis on parle de calibre, là, il va y avoir des ceintures jaunes, donc presque débutants, aller jusqu'aux ceintures noires avancées. Puis aussi des athlètes, là, ce qu'on appelle des athlètes de la relève, là, qui font des compétitions pour l'équipe canadienne, mais qui sont en développement. Donc, peut-être des futurs athlètes olympiques là, qui vont être là. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant à aller voir et en plus, le coût est vraiment minime. Hein? Oui, c'est ça, un coût d'entrée de 2 $ là, pour les visiteurs qui veulent venir voir comment ça se passe là, toute la fin de semaine. Alors, bien, on vous souhaite vraiment de bien vous amuser. Et puis, juste par curiosité, est-ce que vous êtes un amateur de judo personnellement depuis longtemps? Oui, ça fait 30 ans, même plus que 30 ans que je fais du judo. Là. Donc, j'ai pogné la piqûre assez jeune, puis je continue, puis j'essaie de la donner aux autres maintenant. Bien, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans la vallée qui vont avoir la piqûre cette fin de semaine-là. On rappelle que c'est les 7 et 8 avril prochains. Alors, merci beaucoup, M. Gontier, d'être venu nous visiter et nous inviter. Merci. Merci beaucoup. Le 8 mars dernier, des matapédiennes de partout dans la vallée ont mis leur talent en commun pour souligner la Journée internationale des femmes. Voyez le cabaret-spectacle au féminin sur Cogeco Canal 4 du 30 mars au 3 avril prochain ou au www.tvcmatapedia.com à compter du 30 mars. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'antigala du groupe de la relève agricole dès cette fin de semaine sur nos ondes. L'horaire se retrouvera sur le Babillard. Et en terminant, n'oubliez pas le télébingo de dimanche 25 mars, 700 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine. Bonne chance et bonne semaine! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.